Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI, toujours en public. Ravi de vous retrouver. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Député Rassemblement National de la Somme et membre du bureau exécutif du RN. À mes côtés pour vous interroger durant cette heure d'entretien, Ruth Elkrief. Bonjour. Marie, bonjour. Éditorialiste politique, et François Landier. Bonjour Marie. Anglais, pardonnez-moi, éditorialiste économique. Une émission, je le rappelle, à suivre également en direct sur tous les réseaux sociaux TF1 Info. Beaucoup de sujets évidemment abordés ensemble dans un contexte inflammable au Proche-Orient et le risque d'importation de ce conflit en France. La France marquée ces derniers jours par une forte, très forte menace terroriste. On y reviendra. Mais d'abord, ce collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens réunit un rassemblement ce dimanche à Paris, autorisé par la préfecture de police. Elle prévient, la préfecture, qu'aucun débordement ne sera toléré. Fallait-il, selon vous, interdire ce rassemblement ? Oui, moi je pense qu'il fallait l'interdire, non seulement parce qu'avant les premiers rassemblements, il y avait des risques de débordement au moins symbolique, politique, dans les propos qu'on a entendus. On a entendu Israël assassin, on a entendu Macron complice, on a entendu malheureusement le cri d'identification des terroristes sur la place de la République, qui a été filmé et qui est une insulte à toutes les victimes et tous ceux qui se battent contre l'islamisme dans le monde. Vous en Donc parliez on le savait justement, avant. je vous interromps, on va voir d'ailleurs cette séquence parce que vous y faites référence, ce cri d'Allah Akbar en effet qui a été prononcé. Juste, regardons ces images et on les commente ensuite. Merci. Nous étions donc jeudi soir. Pour vous donc, il ne fallait pas autoriser cette manifestation. Je le rappelle, ce collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Ruth Elkrief. Oui, c'est un collectif qui est composé d'un certain nombre de partis, dont le NPA, une délégation de LFI et d'autres collectifs. Il y a d'autres manifestations auxquelles participent d'autres partis, dont le PS ou les écologistes, et qui n'ont pas la même appellation exactement. Et qui n'y seront pas cet après-midi d'ailleurs. Qui n'y seront pas cet après-midi. Néanmoins, la décision du tribunal administratif, du Conseil d'État, c'est l'autorisation au coup par coup par le préfet de chaque manifestation. C'est normal, c'est logique, c'est le respect de la liberté d'expression. Donc est-ce que vous pourriez vous y opposer ? On pourrait s'y opposer si une loi avait été votée, et nous le ferons, pour condamner sans aucun équivoque toute idéologie islamiste ou toute suspicion de sympathie pour des mouvements islamistes. Les propos aujourd'hui qui sont tenus ne sont pas condamnables, vous avez raison. Et il y a une ambiguïté malheureusement néfaste, dangereuse, sur ces mouvements qui traduisent en fait la naïveté de celles et ceux qui nous dirigent depuis 30 ans sur l'islamisme, considérant qu'il y a un islamisme qui ne serait pas dangereux et un islamisme qui serait dangereux uniquement à travers les violences et les attentats. Non, malheureusement, l'islamisme est un continuum, c'est un terreau de violence et de haine. Et vous avez des gens, évidemment, qu'il y a des gens de bonne foi, des militants de la paix, qui voudraient manifester. Mais on le sait, aujourd'hui, on ne peut pas contrôler les infiltrations, vous l'avez dit, de mouvements politiques qui utilisent une dénomination sympathique, c'est leur spécialité. Voilà, qui pourrait dire on est contre la paix au Moyen-Orient ou la paix entre Israël et la Palestine. Mais ils utilisent sciemment, ils utilisent en fait nos mots. D'ailleurs, c'est la spécialité des islamistes, de retourner les concepts de liberté, d'égalité, de fraternité, des démocraties occidentales et des régimes qui partagent nos valeurs dans le monde, contre nous. Les islamistes se réclament de la liberté, alors que ce sont évidemment les ennemis absolus de la liberté. Sur le fond, Monsieur Tanguy, est-ce que vous considérez qu'on peut faire la différence, qu'on doit faire la différence entre soutien au Hamas et soutien aux Palestiniens ? Oui, bien sûr qu'il faut faire la différence. Il y a des mouvements palestiniens qui restent, crédibles, qui essaient de maintenir un semblant, ce sont malheureusement aujourd'hui des militants individuels, ce sont des personnalités. Il est vrai que même c'est pas de le mouvement Fatah, au sens propre. Non, voyez, même le Fatah, l'autorité palestinienne, malheureusement, s'est effondrée sous le poids de sa corruption, de ses contradictions, de son incapacité à construire une vraie démocratie. Mais on ne va pas se priver de tout espoir, ça je l'entends. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces mouvements sont infiltrés et ça a été laissé à l'abandon. Il faut dire la vérité, pendant des années, un certain nombre de personnes ont considéré que le conflit entre Israël et la Palestine était secondaire, qu'il n'y fallait plus y prêter attention. Ce n'est pas vrai. Si vous faites attention
aux manifestations qui peuvent se tenir en France, à Londres ou dans d'autres démocraties européennes depuis des années. Il y a toujours eu cette infiltration, le mouvement par exemple de boycott d'Israël, hein, le BDS, qui tient tribune et qui tient des stands dans la quasi-totalité des mouvements, pas seulement d'extrême gauche. Pas en France, hein. En France, il n'a pas tribune ouverte en France. Écoutez, à la fête de l'humanité, donc du PCF, qui est soi-disant un parti raisonnable qui n'est absolument pas sur la cause palestinienne et contre Israël, vous avez un stand, vous avez un certain nombre de députés qui sont venus faire des selfies, des photos, dont Mme Sourdé, qui malheureusement est vice-présidente du groupe d'études pour les insoumis de la lutte contre l'antisémitisme, et ils ont table ouverte en France. Et je rappelle d'ailleurs que c'est le PCF, le Parti communiste français, qui depuis 2 mandats dépose une résolution au Parlement pour considérer qu'Israël et les insulter en disant qu'Israël est un régime d'apartheid alors que c'est une démocratie. Donc on voit bien que le mal est profond, que dans un certain nombre de mouvements de gauche, la cause palestinienne a été totalement dévoyée et transformée au mieux en antisionisme, au pire, malheureusement, en nouvelle forme d'antisémitisme. Emmanuel Macron avait évoqué un délai de décence à avoir quant à ces manifestations. C'est un concept que vous validez ou pas du tout? C'est pas un concept. Délai de décence, ça ne veut rien dire. Quand on est président de la République, on n'espère pas un délai de décence, on se fonde sur la loi. Monsieur Macron, Jordan Bardella l'a révélé après ses échanges avec le président de la République, visiblement refuse de condamner les mouvements islamistes dits modérés, qui ne le sont pas, considérant que si on combat frontalement toute forme d'islamisme, on peut rentrer en guerre civile. Donc on voit bien qu'il y a une lâcheté des gouvernements, cet appel à un délai de décence qui ne veut rien dire pour le Conseil d'État. Le Conseil d'État ne va pas statuer sur le concept, la notion de délai de décence. Ça ne veut rien dire. Si les autorités lui avaient permis de statuer sur ce qui est ou pas un régime, une pensée islamiste, il aurait pu prendre des décisions. C'est quoi votre loi qui pourrait interdire une pensée islamiste? Je parle plus sur un plan purement juridique. Vous savez, il y a eu beaucoup de grandes phrases sur l'interdiction du salafisme, etc. Mais comment c'est légal? Comment c'est organisé cette conception? Je comprends votre question, elle est très importante. Nous avons défini, Marine Le Pen, au mandat précédent, encore aujourd'hui, avait déposé une proposition de loi qui définissait très clairement ce qui était un courant islamiste, une pensée islamiste. D'autres mouvements l'avaient fait à son époque. Madame Kosciusko-Morizet, quand elle était parlementaire UMP, avait qualifié l'islamisme d'idéologie séditieuse, renvoyant à ce qui existe dans le code pénal. Donc on peut tout à fait la qualifier, c'est assez simple, c'est une idéologie qui considère que les préceptes, réels ou supposés, d'une interprétation de l'islam, que la religion prédomine sur les valeurs de la République. D'ailleurs, ce sont des choses qui sont analysées, notamment par l'Académie, les spécialistes académiques français, ou dans des sondages où on peut étudier des gens qui réclament le fait que leurs préceptes religieux sont supérieurs aux lois de la République. Donc tout ça progresse, malheureusement, est analysé. Et je vous ferai remarquer, évidemment, vous ne pouvez pas, votre interrogation sans doute renvoie au fait qu'on ne peut pas interdire les gens de mal penser. Oui, on a un article sur la liberté d'expression. Absolument. Bon, on a une conception différente des anglo-saxons, mais derrière cela, on ne peut pas empêcher les gens de mal penser. Par contre, on peut empêcher cette idéologie de se répandre, d'être prêchée, d'être diffusée par tous les moyens, d'infiltrer les associations sportives, politiques, syndicales. Il y a une loi séparatisme qui existe. Elle n'est pas, c'est pas parce qu'elle ne désigne. Il y a une loi séparatisme qui existe. C'est intéressant. La loi séparatiste ne désigne pas l'adversaire. Il faut désigner l'adversaire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, et c'est quand même heureux, diffuser des opinions nazies, des opinions fascistes. Vous ne pouvez pas diffuser le racisme, l'antisémitisme, et on viendra sur les moyens. Tout ça sont des. Ce que je veux dire, tout ça, ce sont des pensées. L'homophobie, le nazisme, ce sont des idéologies, ce sont des pensées. Nous les combattons. Elles sont pénalisées, elles sont interdites en France. Donc, dire qu'on ne peut pas condamner toutes les formes d'islamisme, pour moi, c'est une forme, je comprends la question, mais sincèrement, c'est une forme de lâcheté. On peut combattre la diffusion de pensée. La pensée, elle n'est pas évanescente, elle est à travers des êtres humains, elle est à travers des supports, elle est à travers des médias. Pardon, mais à chaque fois qu'il y a des avancées là-dessus de la part du gouvernement, vous votez contre, au passage. Non, donc on a un peu de mal à comprendre, parce qu'à chaque fois vous pensez que vous êtes plus efficace, mais vous votez contre à chaque fois. On vote
rarement contre. La réalité, c'est qu'on ne peut pas cautionner des solutions qui ne nous semblent pas bonnes. Quelle serait notre crédibilité si on cautionnait des solutions qu'on n'estime pas bonnes pour ensuite les condamner? Tout ça n'a pas beaucoup de sens. Nous pensons que la méthode n'est pas la bonne. Juste, venons-en à la situation, j'en parlais, inflammable. Au Proche-Orient, le Hamas à Gaza a affirmé avoir libéré vendredi soir une Américaine et sa fille détenues à Gaza. Le porte-parole militaire du mouvement, ce mouvement terroriste, du Hamas a affirmé dans un communiqué que les 2 otages avaient été libérés pour des raisons humanitaires à la suite d'une médiation du Qatar. François Langlais. Il y a des otages français, on le sait, qui sont détenus par le Hamas. Paris doit-il négocier la libération de ces otages et doit-il le faire en passant par des intermédiaires qui ne sont pas, j'allais dire, recommandables sous tout rapport? Je pense évidemment au Qatar, qui héberge les dirigeants du Hamas, qui finance ce mouvement. Oui, il faut le faire, c'est la seule façon. Avec le Qatar. Oui, mais c'est la seule façon d'opérer. Ce qui compte, c'est de sauver nos compatriotes, de sauver les otages, en priorité évidemment les femmes, les enfants, les personnes les plus fragiles. Donc réel politique sur oui, de toute façon, on a toujours assumé au Rassemblement national d'avoir une vision de réel politique du monde. Nous, on ne croit pas on croit même d'ailleurs qu'un certain idéalisme, une certaine naïveté dans les relations internationales est dangereuse. Pardon ? Les principes, c'est pas mauvais quand même. Non, les principes, c'est pas mauvais. Par contre, l'aveuglement, ça peut être très dangereux, surtout en relations internationales. Le Qatar est aujourd'hui le seul ou principal avec l'Égypte interlocuteur qui peut s'adresser au Hamas. De toute façon, nous l'avons déjà fait par le passé. Nous avions eu un compatriote franco-israélien, Gilad Shalit, qui avait été libéré par cette voie après des négociations très difficiles et une prise d'otage très douloureuse. Voilà, il y avait eu des libérations en face de personnes emprisonnées liées à la cause palestinienne. Et donc, c'est le Qatar qui avait permis cette médiation. On le voit bien encore aujourd'hui. C'est eux qui ont un lien avec le Hamas, avec d'autres formes d'ailleurs de groupes islamistes. C'est une réalité. Et donc, il faut faire avec. Ça n'empêche pas ensuite de faire un examen de conscience des dirigeants français et en France pour rétablir, une grande prudence dans le pouvoir qu'a le Qatar, non pas en Israël et au Palestine. Vous pensez à quoi? Le Qatar a été autorisé, moi je le voyais, M. Ciotti, donc dirigeant actuel des Républicains, qui demandait la remise en cause de la convention fiscale qui a été faite sous les années Sarkozy entre la France et le Qatar. Qui exonère de plus-value immobilière les investisseurs qatariens, on le précise. Absolument. Je pourrais aussi revenir, parce que c'est des dossiers qui me tiennent à cœur, sur le fait qu'à l'époque, M. Sarkozy avait appelé régulièrement le Qatar, en tout cas des fonds souverains qataris directement liés au régime, pour intervenir sur un certain nombre... Au nom de la réelle politique vous dites être oui, mais vôtre, là, la réelle politique, si vous voulez, c'est pas très réel politique, c'est-à-dire c'est pas très réaliste de demander, par exemple, à un régime quand même très lié, malheureusement, à la pensée islamiste, de prendre une participation à l'époque dans Areva, dire dans notre filière nucléaire. Ça me paraît pas très réaliste, ça me paraît au contraire très naïf et ne pas prendre les choses telles qu'elles sont. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un examen de conscience visiblement de la droite, tant mieux, sur ses propres erreurs. Il faut poursuivre. Le fait que le Qatar, par exemple, possède aujourd'hui le PSG. Vous savez qu'il était président... Club de football, hein ? Absolument. Paris Saint-Germain. Donc le principal club de football, pas seulement français, mais en fait européen, avec des moyens très importants et qui a une capacité d'attirer des joueurs qui ont une influence très importante. Il ne faut plus que le Qatar possède le PSG ? Je pense qu'il faut remettre en cause le fait que le Qatar possède le PSG, en tout cas qu'il soit actionnaire majoritaire et décideur, pour une simple raison, c'est que c'est un moyen d'influence considérable. J'ai été président de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères au Parlement. J'ai à nombreuses reprises essayé de mettre sur le tapis, justement, l'influence du Qatar par le PSG ou d'autres... moyens culturels, soft power, exactement. On m'a rigolé vraiment au nez, tout le monde peut consulter les auditions en disant que j'exagérais, que je racontais n'importe quoi. Il est évident que pour un nombre considérable de jeunes et de moins jeunes en France, en Europe, et d'une manière générale en Occident, les footballeurs ont un rôle de prescription morale, intellectuelle, culturelle très important. Et le ricanement en estimant que le foot est secondaire, c'est des gens qui sont complètement aveugles à la réalité. Vous pensez qu'on doit attendre des sportifs justement qui prennent parti dans les grandes affaires internationales? Ils prennent toujours parti d'une manière ou d'une autre. Le sport a joué un rôle politique, positivement d'ailleurs souvent, dans la conquête des droits civils, dans l'égalité homme-femme évidemment par exemple, à travers le mouvement des Jeux Olympiques et la contestation du principe. Cela fait écho notamment aux propos du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur les liens supposés avec Karim Benzema et les frères musulmans. Évidemment, quand on parle de cela, est-ce que
C'est des propos que vous applaudissez ou finalement vous dites il est allé trop loin? Non, il n'est pas allé trop loin. Je ne les applaudis pas parce que ça me semble être une diversion par rapport à des problèmes plus urgents quand on est ministre de l'Intérieur. C'est pas parce que c'est votre ennemi politique, votre adversaire politique. Mais Jordan Bardella... Soyons clairs. Non, Jordan Bardella, 2 semaines avant... Vous le pensez en fait. Bah oui, parce que Jordan Bardella, 2 semaines avant, sur le plateau d'une chaîne concurrente, avait dit que M. Benzema était un compagnon de route de l'islamisme. Moi-même, je l'avais dit au Parlement Donc vous êtes d'accord avec lui? Un an avant. Oui, mais on est d'accord avec... Moi, on n'est pas en désaccord. D'ailleurs, Marine Le Pen et Jordan Bardella ce matin n'ont pas dit qu'ils étaient en désaccord avec lui. Ils ont dit que c'était pas opportun, quelques jours malheureusement après un nouvel attentat contre un enseignant en France, de faire cette diversion, en tout cas de dénoncer ce personnage qui n'est pas central dans la lutte contre le terrorisme aujourd'hui. Mais oui, aujourd'hui, vous avez un certain nombre, notamment de footballeurs, qui ne disent strictement rien parce que, ou d'autres... Par exemple, les rappeurs, voilà, l'autre grand mouvement de diffusion de la culture dans un nombre important de jeunes, de la jeunesse française ou moins jeunes d'ailleurs, c'est aussi par exemple le rap. Et bien aujourd'hui, les figures liées à ces musiques urbaines sont dans des situations de très grande ambiguïté avec l'islamisme. On l'a vu avec Médine, qui malheureusement a fait l'actualité de l'université de rentrée des Verts et des Insoumis, avec des propos totalement antisémites, homophobes, j'en passe et des pires. Et ces gens-là, aujourd'hui, on les laisse opérer sans réagir. Et soit ce sont des personnes liées à l'islamisme, soit de toute évidence des gens qui ont peur, puisqu'on ne dit rien. Le fait qu'il y ait eu si peu de prise de position de solidarité envers l'attentat qu'a subi notre compatriote à Arras, qu'il n'y ait pas eu de mouvement de solidarité face au crime qu'a vécu Israël. Pour vous, c'est anormal. C'est anormal, absolument c'est anormal par rapport à la gravité de ce qui s'est passé. Ce silence, malheureusement, traduit une pression directe ou indirecte de ces publics sur les milieux culturels. Si on revient juste, pardonnez-moi, sur le rôle du Qatar dans cette négociation pour faire libérer des otages, se pose le rôle de la France. Ruth El-Kriev sur ce sujet. Oui, non, est-ce que le président Macron doit se rendre en Israël? Est-ce qu'il doit le faire? Certaines informations de presse disent qu'il pourrait y aller dans les jours qui viennent. Est-ce que c'est opportun ou est-ce qu'il faut que cette visite soit utile comme il le souhaite? Rappelons que 7 ressortissants français sont portés disparus ou considérés comme 30 victimes, otages et 30 victimes françaises en plus. Je pense que vous avez raison. Le critère, c'est est-ce que c'est utile aujourd'hui à la démocratie israélienne, à nos alliés et à la facilitation, peut-être pas, mais en tout cas à favoriser les échanges pour libérer les otages. C'est la seule question. Donc moi, je n'ai pas polémiqué. C'est pour le coup au président de la République de le savoir, au gouvernement, à nos diplomates, à nos services de renseignement, mais aussi à Israël elle-même, de savoir si, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, ils ont des moyens à attribuer à la sécurisation, évidemment, d'une visite qui a un rôle important. Parce que la France, avec M. Macron, il faut le dire, on le voit bien dans les manifestations qui ont pu se tenir dans un certain nombre de capitales du monde arabo-musulman. La France, aujourd'hui, est vue comme l'ennemi ou une des ennemis, au même titre d'Israël d'ailleurs. Et donc nous sommes solidaires, évidemment, dans ce combat des islamistes, à travers la liberté de penser, de caricaturer de Charlie Hebdo, des valeurs que nous portons, de notre vision de la laïcité. Vous pensez qu'une visite en Israël... Donc, la France est une cible culturelle, une cible civilisationnelle des islamistes. Nous sommes dénoncés comme tels. Pour moi, c'est une fierté pour la France d'être l'ennemi des islamistes. Il faut en avoir conscience et il faut tenir, ce rang dans cette bataille fondamentale du XXIe siècle. Et donc vous en faites crédit au président? Malheureusement, je vous l'ai dit, lui ne veut pas lancer la guerre culturelle, la guerre de savoir, la guerre humaniste contre toute forme d'islamisme. Mais en tant que président de la France, il symbolise notre civilisation et tout ce que nous voulons apporter au monde. Depuis vendredi dernier, la France a été placée en situation urgence attentat, le niveau le plus élevé du dispositif de vigilance. Gérald Darmanin, dans le JDD ce matin, dit que c'est évidemment une menace très forte intérieure. Et il y a une acmé, dit-il, qui est possible lorsqu'il y a des moments médiatiques mimétiques, explique-t-il. C'est évidemment le cas avec les attaques terroristes du Hamas contre Israël. Énormément d'alertes à la bombe ces derniers jours. On l'a vu au château de Versailles, 6 fois évacué, des aéroports dans tout le pays là aussi évacués. Quel impact sur la France? Faut-il vraiment... Effectivement, il y a une menace
prise en compte très sérieusement, mais l'impact sur, effectivement, la France, le tourisme, est-ce que cela vous inquiète ou est-ce que cela est pris vraiment au plus haut niveau selon vous? Non, mais moi je pense que c'est pris au sérieux. D'ailleurs, moi j'entends parfois des voix qui disent est-ce qu'il faut évacuer? Évidemment qu'il faut évacuer. Il faut prendre toutes les alertes au sérieux. Il ne faut rien relativiser. Il y a en effet des mises en cause, en effet, de certains qui s'interrogent sur le fait d'à chaque fois évacuer ou pas. À chaque fois, moi je comprends pas. Enfin, je comprends, j'écoute, mais je vois pas comment on peut relativiser ou chercher à créer des polémiques sur cela. Évidemment, il y a une alerte. Vous évacuez, vous sécurisez les lieux. On ne peut pas se permettre de croire qu'il n'y a pas de risque. C'est évident, ça me paraît totalement inapproprié comme polémiquer un risque sur le tourisme. Oui, sans doute, mais ça, c'est la réalité. On peut le déplorer. Ce qui compte, c'est sécuriser les Français. C'est aussi d'ailleurs sécuriser ceux qui viennent visiter notre pays et qu'on a l'honneur d'accueillir. Donc évidemment, il faut être intraitable avec la sécurité. Et oui, on fait face à des choses terribles. Enfin, écoutez, le fait d'être dérangé dans sa visite à Versailles, c'est ennuyeux. Mais enfin, c'est quand même pas à comparer avec ce que subissent celles et ceux, une fois plus, qui combattent l'islamisme au quotidien, que ce soit nos services en France, les enseignants qui doivent faire face, et puis évidemment, il faut aussi le dire quand même, les peuples musulmans, avec une très très forte minorité musulmane, qui sont les premières victimes, rappelons-le, de l'islamisme. Et je veux le dire parce que dans ce combat commun, nous avons souvent peu soutenu les mouvements des pays arabes ou des pays musulmans laïques, qui combattent l'islamisme. Voilà, il y a quand même eu beaucoup d'erreurs de la part des gouvernements occidentaux pour affaiblir des mouvements qui étaient sans doute pas parfaits, qui étaient sans doute parfois qui respectaient pas tous les critères démocratiques dont on rêverait. Mais quand vous faites face à l'islamisme, vous pouvez pas vous permettre aussi certaines choses. Et les libertés, un certain nombre de critères qu'on peut appliquer chez nous sont parfois un luxe pour mettre à bas l'islamisme. On y reviendra peut-être dans la partie géopolitique avec vous, François, tout à l'heure. Mais revenons sur le terrorisme. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous feriez de plus que ce que fait le gouvernement? Vous n'avez voté aucun des derniers textes depuis les attentats de 2012 de Mohamed Merah. Aucune des 7 lois antiterroristes n'a été votée par le Rassemblement national. Et la dernière en 2021, vos députés, 8 députés à l'époque, étaient absents. Quelle crédibilité vous avez dans la lutte antiterroriste? Mais, Madame Escreff, si ces lois avaient fonctionné, nous n'aurions pas ce niveau d'attentats subis en France. Donc il ne fallait pas les voter. C'est-à-dire, si vous regardez dans le détail, nous votons certains articles, nous votons certaines dispositions. Sur les moyens, par exemple, nous avons voté la programmation des moyens pour le ministère de l'Intérieur, pour la police, pour la gendarmerie, pour les services de renseignement. Mais valider une loi qu'on estime mauvaise, c'est aussi envoyer un signal politique que nous cautionnons les mesures qui sont prises. Nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont l'islamisme et le terrorisme est combattu en France. Ça ne veut pas dire qu'on condamne tout, ça ne veut pas dire qu'on est dans la politique du pire, ça veut dire que nous avons une autre vision, notamment le fait, aujourd'hui, nous vivons, ceux qui nous dirigent font porter un risque à la société au nom d'une interprétation de nos valeurs que je ne partage pas, considérant qu'il y a une forme de risque acceptable qu'on peut laisser dans la nature, des gens qui n'ont pas commis quelque chose mais qui sont radicalisés, des gens qui ont commis d'autres crimes qui sont liés à la violence, parce qu'ils ont violé, parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont agressé des gens, parce qu'ils ont parfois tué des gens, et qu'on laisse dans la nature, même quand ils sont étrangers, même quand ils sont en situation irrégulière, parce qu'on considère que l'état de droit, je ne sais pas en quoi l'état de droit cautionne ça, nous indiquerait de le faire. C'est en fait, nos gouvernements veulent faire vivre les Français avec ce qu'ils estiment, eux, un risque acceptable. Nous estimons que ce risque n'est pas acceptable. Donc on entend malgré tout un on veut que le gouvernement, quand vous êtes responsable politique, on veut prendre le risque sur nous. Et oui, quand vous voulez lutter contre le terrorisme, eh ben, il faut se mettre les mains dans le cambouis. On ne peut pas être une belle âme. Et soit vous êtes là pour protéger les Français, soit vous êtes là pour protéger ce que vous estimez être votre âme. Moi, j'estime que, vu la situation, oui, je veux mieux trop expulser de gens soupçonnés d'être dangereux que pas assez, parce que quand vous faites une erreur, comme l'a reconnu le ministre belge qui lui a démissionné, quand vous faites une erreur d'interprétation, quand vous faites une erreur de vigilance, ce sont des innocents qui le paient. On entend malgré tout un durcissement de ton du gouvernement. On voulait revenir ensemble sur les propos de Gabriel Attal et de sa proposition. D'abord, après l'assassinat de Dominique Bernard, plus de 500 incidents ont été dénombrés après la minute de silence. On écoute le ministre de l'Éducation nationale à l'Assemblée et on en parle ensuite. À un moment, la tolérance, ça va. La bienveillance, ça va. Merci. Et le pas de vague, c'est fini. François. Gabriel Attal a d'ailleurs précisé ce qu'il voulait faire pour illustrer ce changement de ton, c'est isoler les élèves considérés comme radicalisés. On voit quand même que
par-delà les critiques que vous pouvez faire, la bienveillance ou au moins une certaine forme de calme, c'est fini. Ça doit bien vous convenir. Ça doit bien. Enfin, de ce point de vue, vous devez vous féliciter de ce changement d'attitude du gouvernement ? Oui. Moi, je suis pas dans la. Sincèrement, on n'est jamais dans la politique du pire. On a félicité M. Attal pour avoir enfin interdit les abayas, le port de camis, de toute tenue qui n'a rien à faire à l'école de la République ou dans toute. Il prend les sujets, selon vous. Il prend bien les sujets, selon vous. Il adapte enfin un certain nombre de choses qui correspondent à des réalités qui ont dépassé le contrôle de l'éducation nationale et de l'État. Donc, s'il isole effectivement ses élèves en voie de radicalisation, qui de toute évidence sont dans un milieu familial radicalisé ou à qui on laisse accès, ou des parents laissent accès en tout cas à leurs enfants à des contenus qu'ils ne devraient jamais voir, s'ils sont isolés, s'ils sont accompagnés, parce qu'on ne va pas condamner des enfants évidemment à une sanction à vie, s'ils sont remis dans le droit chemin, eh bien tant mieux. Moi j'attends juste, Monsieur Langlais, de voir quelle sera la solution retenue. Nous, ça fait des années que Marine Le Pen demande que ces enfants soient sortis, qu'ils soient mis dans des centres spécialisés où on est capable de les remettre dans le droit chemin, que les liens, si c'est nécessaire, avec des familles soient rompus, parce que vous avez un certain nombre de dogmes, enfin, d'idées qui, une fois de plus, étaient applicables dans la société des années 50, d'après-guerre, où les liens familiaux, la réalité culturelle de la France était autre, et on ne voulait pas rompre les liens entre les enfants et les parents. De toute évidence, aujourd'hui, il y a des parents qui sont des dangers pour leurs enfants, ou des oncles ou des tantes. Et là-dessus, il faut avancer. Il faut le faire, voilà. Selon Donc vous. moi, je ne vais pas, une fois de plus, si on va dans ce sens-là, tant mieux. De toute façon, il faut toutes les bonnes volontés ou les meilleures volontés possibles pour lutter contre ce fléau. Mais encore faut-il définir une fois plus cette idéologie, parce que comment voulez-vous que l'éducation nationale, et après la justice, puisque c'est une chose de mettre une sanction administrative au sein d'un lycée ou d'un collège à un enfant, j'ai envie de dire le proviseur, l'équipe pédagogique a tout pouvoir d'interprétation. Quand vous devrez exclure les enfants, les mettre, changer leur vie, là il y aura la justice qui intervient. Donc si vous ne définissez pas une fois de plus clairement ce qu'est l'islamisme ou les formes d'islamisme, on sera dans de très grandes difficultés. Jean-Philippe Tanguy, dans ce contexte d'attaque d'Israël, votre parti, le Rassemblement national, a pris ces derniers jours, semaines, des positions qui ont suscité de nombreux commentaires. C'est le droit de suite de Ruth Elkrief. Oui, Jean-Philippe Tanguy, vous vous êtes présenté, votre parti s'est présenté comme, je cite, le bouclier des Juifs de France après cette attaque. Bon, l'histoire ne plaide pas vraiment en faveur de cette étiquette. On ne reviendra pas sur le point de détail et autres, puisque Marine Le Pen a voulu rompre avec son père et avec ses excès. Mais il y a deux questions. Il y a un sondage de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, avec l'IFOP, qui montre que dans les universités françaises aujourd'hui, des étudiants juifs interrogés redoutent les actes et violences de l'extrême gauche pour 83% d'entre eux, mais pour 63% d'entre eux, ils redoutent ceux des militants d'extrême droite, et dont cela porte aussi tous les clichés sur les juifs riches, les juifs puissants, etc., etc. Donc vous parliez de culturel, de terreau culturel. J'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas un terreau culturel au Rassemblement national qui reste antisémite ? Et ma deuxième question, elle est sur la présence dans la campagne de Marine Le Pen puis de Jordan Bardella aujourd'hui, avec une question d'une société qui s'appelle e-Politique, dans laquelle sont actionnaires deux personnes, Axel Lousteau et Frédéric Chatillon, qui sont des anciens du GUT, ce fameux syndicat étudiant qui disait il y a peu de temps encore, à Paris et à Gaza, vive l'intifada, et qui était proche de Soral et Dieudonné. Donc mes deux questions: terreau culturel et aussi présence de ces gudards, de ces antisémites notoires dans les campagnes, notamment la prochaine de Jordan Bardella. Les jeunes, les étudiants de confession juive, ou qui sont d'ailleurs de culture juive tout simplement, qui ne sont pas croyants, ont raison d'avoir peur des mouvements d'extrême droite. Il y a encore des groupuscules d'extrême droite dangereux, violents, qui commettent des méfaits. On les a vus défiler dans Paris, malheureusement, ils existent encore, mais ce ne sont pas des gens du Rassemblement national. Vous l'avez dit, Marine Le Pen a exclu son père sur les positions qu'il avait reprises, d'abord sur l'occupation, ensuite sur le soi-disant point de détail, qui évidemment n'en est pas un, de la Shoah, et en fait, tout son combat politique de Marine Le Pen, et je trouve que ça lui est très peu reconnu, et je trouve ça très injuste, a été de rompre totalement avec tout ce qui avait pu être lié, de près ou de loin, avec ces positions de Jean-Marie Le Pen. C'est des gens qui ont été exclus. Dès qu'une personne a pu dire quelque chose qui même était un soupçon,
elle a été exclue, ils n'ont pas de responsabilité. Et vous connaissez Marine Le Pen, vous la suivez, vous l'interviewez depuis longtemps, vous savez que ses positions sur ces sujets sont extrêmement claires, aussi bien sur la reconnaissance des tragédies de notre histoire, des tragédies qu'a subi le peuple juif et d'autres minorités lors de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la défense de toutes les minorités, une vision totalement républicaine de la France et de nos valeurs de la part de Marine Le Pen, défense de toutes les minorités, de tous ceux qui vivent en France et qui veulent vivre en France paisiblement, et ce depuis toute l'émergence de Marine Le Pen. Pour ce qui est des personnalités que vous citez, je ne comprends pas sincèrement la façon dont vous présentez les choses. Bon, pour ce qui est de M. Lousteau, il n'est plus actionnaire. Pour ce qui est de M. Chatillon, il est actionnaire minoritaire d'une société qui, par ailleurs... sera dans la campagne de Jordan Bardella Qui sera dans la campagne de Jordan Bardella, oui ou non? À ma connaissance, oui ou non? À ma connaissance, non. Et de toute façon, comment dire... Sur lequel vous avez émis aussi vous-même quelques réserves. Hein. Exactement. Mais Marine Le Pen, Jordan Bardella eux-mêmes ont mis c'est pas des réserves de cette personne. Nous ne partageons absolument pas les opinions de M. Chatillon. Donc, le GUD, je rappelle que le GUD, parce qu'il faut quand même être précis, et je vous remercie de me poser cette question. Le GUD est un ennemi historique même du Front National. C'est un ennemi historique du Front National. Bon. C'est un groupe, c'est un groupe qui a combattu. Le temps file et on y reviendra juste après la pause. Ennemi historique, on y reviendra. Je veux juste finir là-dessus. Moi, je veux bien, M. Chatillon, il faut de la clarté, évidemment. Mais attention, attendez, qu'est-ce qui, depuis 20 ans, est aveugle sur l'antisémitisme qui revient en France? Qui est aveugle sur les meurtres de Françaises ou de Français de confession juive parce qu'ils sont de confession juive? Qu'est-ce qui ferme les yeux? Qu'est-ce qui a laissé le pas de vague? Qu'est-ce qui laisse des députés rentrer avoir Monsieur Bilango qui a dit qu'on défendait Israël pour ne pas gêner les affaires? Ça, c'est de l'antisémitisme direct. On va y revenir. Tout ça, nous l'avons combattu. Hein, vous savez, on le dit. Je sais que vous le disiez. On le dit également. Et on y revient après. Je sais que c'est dit, mais ce n'est pas dit à la mesure de la gravité de ce que nous affrontons et surtout de ce que nos compatriotes juifs subissent en France. Et on y revient juste après la pause. Allez-vous voter le Rassemblement national, la prochaine loi immigration présentée par le gouvernement? On se retrouve juste après cette pause. À tout à l'heure. Tout reste à explorer. Passer des grands boulevards aux horizons lointains. Et du quotidien à l'exceptionnel. Nouveau Toyota BZ4X. 100% électrique. En ce moment, profitez-en à partir de 399 € par mois, entretien inclus. Le Petit Marseillais réinvente ses gels douche. Une formule encore plus naturelle, un flacon encore plus transparent, pour toujours autant de plaisir. Pour les hommes, nouveau gel douche 4 en 1, corps, cheveux, visage et barbe. Pour aider les autres quand vous ne serez plus là, pensez à faire un leg. Fondation de France, la fondation de toutes les causes. Renseignez-vous au 01 84 79 78 77 ou sur fondationdefrance.org. Aujourd'hui, Paul rencontre ses futurs beaux-parents. Et grâce à sa nouvelle i208, il a tout pour être confiant. En passant à l'électrique, il va réaliser jusqu'à 1 400 € d'économie par an. Ça devrait plaire à son beau-père. Et la première impression, ça compte. Peugeot i208 100% électrique. Jusqu'à 1 400 € d'économie par an sur le coût d'utilisation. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Mais le plus simple, c'est quand même de venir vérifier en magasin. Leclerc. Il était une fois un sapin de Noël confectionné avec soin, à l'apparence plus vraie que nature. Mais paraître réel ne lui suffisait pas. Une nuit, il se demanda « Où sont donc mes racines ?» Une voix lui répondit alors « Tes racines poussent dans le cœur des gens qui t'entourent. Quand tu crées des souvenirs inoubliables. » Et pour la toute première fois, le sapin ressentit une vraie joie. Profitez de la livraison gratuite sur balsamil.fr.
Max 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 Eh oh Allô, Max, tu finis de raconter ou... Je disais quoi déjà? Le score, Max, le score. Bichef, goûtez au bonheur. Je vous laisse quand même quelques brochures. Comparez des offres de gaz et d'électricité pour votre entreprise. Monsieur Zeus. Avec Opéra Énergie, expert de la mise en concurrence. Il y a plein de manières de soutenir l'emploi local. Chez Écoutez Voir, il y a la manière rouge, la bleue et même la ronde ou la carrée. Avec jusqu'à 60 € offerts sur nos collections fabriquées dans le bassin du Jura, c'est le moment de soutenir l'économie locale. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste, dispositif médical. Je peux monter jusqu'à 20 gigawatts. On fait affaire? Comparez des offres de gaz et d'électricité pour votre entreprise. On va réfléchir. Avec Opéra Énergie, expert de la mise en concurrence. C'est l'histoire de Mathieu qui a repris l'entreprise familiale. C'est aussi celle de Franck qui a pu retrouver du travail. Là, c'est Inès qui doit un peu de son succès à Mathieu. Et voici Adèle et Manon qui font danser le bois de Mathieu tous les week-ends. Et cette belle aventure collective a commencé ici, dans le bureau de Juliette, conseillère Banque Populaire. Banque Populaire, la réussite est en vous. Quand on vit dans une passoire thermique et qu'on n'a pas de quoi financer les travaux d'isolation, on a froid. Mais rassurez-vous, CTLM a des solutions. Votre quotidien a de beaux jours devant lui. CTLM s'associe à EFI, spécialiste des travaux, pour rendre la rénovation énergétique accessible au plus grand nombre. À découvrir sur ctlm.fr. Avec la monnaie de Paris, il va y avoir du sport. Retrouvez 9 sports olympiques et paralympiques gravés sur nos nouvelles pièces de 10 € argent. Une collection Paris 2024 inédite à retrouver sur monnaiedeparis.fr et à la poste. Vous connaissez sans doute Vistaprint pour ses cartes de visite. Mais saviez-vous qu'on imprime aussi ça? Et ça? Et ça? Avec Vistaprint, les possibilités sont infinies. Tout s'imprime sur vistaprint.fr. Et si la voiture du futur était déjà là? Chez Spoticar, le leader de l'occasion en France. On vous propose dès aujourd'hui les voitures de demain. Électriques, pour être plus responsable. Mais surtout, reconditionnées, pour être plus durable. Du 23 octobre au 4 novembre, pendant les très belles journées Spoticar, profitez de 3 mois de loyer offert sur votre véhicule d'occasion. Spoticar, des occasions pleines d'avenir. On peut appeler ça le chaos. Nous, on appelle ça la vie. Continuez à profiter de la vie. On sera toujours là pour ranger. Ikea. Vous n'oubliez pas l'exposé pour lundi. C'est tous ensemble que l'on peut agir pour l'environnement. Rejoignez les 4 millions de clients Engie qui ont fait le choix des offres d'électricité verte. Et pour vous aider à réduire votre consommation d'électricité, pilotez vos radiateurs électriques à distance avec le service gratuit Mon Pilotage Élec. J'agis avec Engie. Retour sur le plateau de l'événement du dimanche LCI, toujours avec notre invité Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme. Merci d'être avec nous. On le parlait et on évoquait longuement le passé du Rassemblement National. Un cadre dit d'ailleurs en privé que la séquence est un accélérateur pour vous, explique-t-il. Elle permet de prendre nos distances avec l'histoire du parti. François Langlais. On se demande parfois si la sympathie affichée par le RN pour Israël et pour les Juifs français ne s'explique pas par une forme de racisme anti-arabe persistant. Je vous propose d'écouter Laurent Jacobelli. C'était un incident qui a eu lieu le 13 octobre à Hayange. Ça va bien, madame Luc ? Très bien. Partagez. Faire avec le Hamas, ça va bien. Même je suis sorti à 2h du matin. Surtout ne me menace pas. Alors, ne me menace pas. On a attendu, ne me menace pas, surtout. Je ne suis pas des racailles. Voilà. Des termes évidemment inadmissibles de la part d'un élu de la République, vous en conviendrez. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est un peu la question, l'idée qui vient à l'écoute de cette séquence. Non, mais Laurent Jacobelli s'est expliqué sur des mots qu'il a préféré
dire autrement. Bon, on voit bien que... Et Belkir Belhaddad a déposé plainte, je rajoute. Oui, non, mais très bien, mais comment dire, une chose qui n'a pas été dite. Monsieur Belhaddad, en fait, c'est pas juste qu'il assiste à des cérémonies avec les insoumis, c'est qu'il partage des gerbes communes, c'est-à-dire qu'il les achète ensemble, il les signe ensemble, il les dépose ensemble. C'est pas juste une cérémonie républicaine où évidemment il y a tous les élus de la République et on partage. Est-ce que ça justifiait ces termes-là? Mais j'ai pas dit que ça justifiait. J'ai dit ça. Vous en servez comme explication? Non, c'est parce que tout ça a été monté aussi, a pris une proportion complètement disproportionnée par rapport à la réalité des faits, et que personne n'a jugé utile d'interroger la personnalité et les pratiques de ce député de la Moselle, auquel Laurent... Comme si cette personnalité et ces pratiques justifiaient les termes inadmissibles qu'on a entendus. C'est que je ne vois pas pourquoi on sous-entend que le fait de l'avoir insulté avec ce terme-là essentialise ce qu'il serait. Ou ce que moi, franchement. Non, mais excusez, moi, ça m'est déjà arrivé aussi de traiter un certain nombre de personnes de racailles, et c'était pas parce qu'ils étaient d'origine réelle ou supposée. L'allusion au Hamas, etc. Et Hamas, c'est Madame Leduc. Madame Leduc n'est pas liée, n'a pas condamné clairement. Les filles n'a pas. Mais néanmoins, c'est une Et donc façon. il a déposé une gerbe commune. Moi, je déposerai pas. Moi, je serai évidemment en tant que républicain à une cérémonie avec M. Ruffin ou d'autres. Je ne partagerai pas, d'ailleurs, il ne le voudra pas non plus, de gerbe avec M. Ruffin. Pour revenir, voilà, on a essentialisé. Moi, je suis désolé. Et rien ne dit, dans ce que vous dites, que M. Jacobelli a des pensées racistes envers le député. Ce député, c'est totalement faux. Ça, c'est un procès d'intention qui est fait. Ça ne repose sur rien. Ce monsieur a été lié, je vous rappelle, à un trafic de cartes. Dans la Fédération de Moselle qui avait été dénoncé à l'époque par Mme Filippetti. Donc c'est pas quelqu'un qui a une réputation d'intégrité, d'honnêteté. Voilà, c'est quelqu'un qui, en Moselle, mais on ne traite pas de racaille quand on est député. Pas très honnête. Comment? Mais qu'on ne traite pas de racaille quand on est député, et avec des allusions qui peuvent être à ses origines ou à des milieux sociaux. On fait comme si Laurent Jacobelli ne s'était pas excusé, n'avait pas dit que ces termes n'étaient pas appropriés. Il l'a dit, s'est excusé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Un dérapage. Tout le monde, oui, mais ça a été dit, devant les caméras comme ça, et même à une cérémonie, c'est pas les termes appropriés. On peut s'engueuler en marge, ça arrive, c'est humain. C'est pas le cas, il s'est excusé. Moi, ce que je conteste, c'est quand même la mise en épingle de cet incident, où on a eu la présidente de l'Assemblée qui a dit que l'Assemblée allait se porter partie civile, où il y a une ministre qui a fait un article 40 au même titre que l'article 40 que M. Darmanin a fait à Mme Obono, qui a fait l'apologie du terrorisme. Voilà. Donc tout ça, on voit bien, a été fait. On en parle, moi je réponds aux questions, il n'y a pas de problème, mais tout ça a pris une proportion complètement ahurissante, et en plus... moi, je travaille avec Laurent Jacobelli, qui est mon ami depuis Debout la France, depuis 2014. Je ne l'ai jamais entendu, en privé ou en public, avoir des propos ambigus et a fortiori racistes ou toute autre chose condamnée et condamnable. Voilà, donc je trouve que c'est quand même très injuste. Venons-en à présent, s'il vous plaît, sur la loi immigration, prévue en séance au Sénat le 6 novembre prochain. Un projet de loi immigration qui devrait normalement être débattu à l'Assemblée pour être adopté par le Parlement avant la fin de l'année. C'est le souhait du gouvernement. Aucun tabou pour protéger les Français, dit le ministre de l'Intérieur, qui porte ce texte. Routel Krief. Mais oui, c'est ça. Le projet prévoit une levée des réserves à l'expulsion, notamment la minorité, les regroupements familiales. Si un expulsable est condamné à un délit passible de 5 ans de prison, il sera expulsé. Il y a une volonté claire, affichée du gouvernement, justement, de répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, cette forme de laxisme, cette forme d'indulgence qui peut évidemment irriter et fatiguer les Français. Donc les mesures sont prises. Vous allez voter alors ? Mais ces mesures, oui, on les votera. On l'a déjà dit avant, même si c'est encore renforcé a fortiori, on les votera. Ce matin, Jordan Bardella a rappelé évidemment que toutes les mesures de renforcement administratif pour favoriser l'expulsion, pour lutter contre des jurisprudences abusives de la CEDH ou de nos cours françaises, oui, la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous empêchent d'agir et de protéger les Français, nous voterons. Après, est-ce que des bonnes mesures peuvent préjuger de ce qu'est l'ensemble de l'équilibre du texte? Je ne peux pas. On ne peut pas aussi demander toujours, c'est pas ce que vous faites là, mais c'est ce que fait M. Darmanin, à partir de certaines bonnes mesures, de devoir accepter d'autres mesures qui ne seraient pas bonnes. Jordan Bardella appelle ce matin à s'affranchir de verrous juridiques. Il a raison. Absolument, il a raison. C'est tout le sens du combat de Marine Le Pen depuis 10 ans, et en particulier de son premier mandat de député, où elle a déposé, contrairement à ce que disent les Républicains et le gouvernement, il y a des lois qui ont été déposées, une loi ordinaire sur la lutte contre l'islamisme et le terrorisme, une loi de révision constitutionnelle pour réaffirmer la primauté de la Constitution, notamment
du code, de tout ce qui relèverait du code de la nationalité sur le droit international. Ça prend des années, admettons. Enfin, c'est compliqué parce que la CEDH, les Britanniques qui sont sortis et qui sont dans le Brexit, ils ont voulu aussi sortir de la CEDH, finalement, ils ne l'ont pas fait. Il y a beaucoup de questions autour de cela, mais de fait, ça veut dire que si vous voulez vraiment une efficacité d'un certain nombre de mesures, il faudra voter ce texte. Et je vous dis, nous, parce que sinon, tout le reste prend beaucoup de temps. Mais attendez, on votera les bonnes mesures. Mais je vais pas. Et quelles sont les mauvaises mesures, justement? Pour le moment, encore ce matin dans le JDD, M. Darmanin n'est toujours pas clair sur l'article 3. Il dit que c'est moins important que le reste. La régularisation. C'est-à-dire la régularisation des clandestins qui travaillent ou qui sont réputés. Vous êtes contre, comme tels. Bien sûr qu'on est contre, puisqu'ils seront remplacés 6 mois après par d'autres pauvres gens qui viendront leur prendre leur travail. Votre argument, c'est de dire il faut qu'on mette à la place des clandestins, des travailleurs français ou des étrangers en situation régulière. Comment vous faites? Parce que si les clandestins sont là, c'est précisément parce que les travailleurs français ou étrangers en situation régulière n'occupent pas ces métiers. Ils les considèrent comme trop mal payés, infamants, trop difficiles. Et c'est ça qui crée une espèce d'appel d'air pour faire venir les clandestins. Quelle va être votre méthode? Mais moi, ça, je pense que vous vous trompez sur l'ordre des choses. C'est parce qu'un certain nombre, une partie du patronat sait qu'ils peuvent avoir cette armée de réserve de pauvres gens exploitables à merci, qu'ils n'améliorent pas les conditions de travail, qui se permettent des salaires très bas, qui se permettent de faire venir les gens en RER ou en métro le matin à 6h et les faire repartir au dernier quand ils l'ont. Comment vous faites alors? Comment vous faites? Il faut relancer le dialogue social et excusez-moi, les discussions de branche. Les Français découvrent aujourd'hui... ça c'est fait, hein. Non, excusez-moi, on est en 2023 et on découvre qu'il y a des branches qui n'ont même pas des salaires minimaux au niveau du SMIC. Donc ça, les Français l'ont découvert. Ça n'a pas d'impact sur les salaires versés. Ça n'a pas d'impact sur les salaires versés. Mais ça a un impact, et vous le savez, sur toute la chaîne des salaires et sur toutes les augmentations de branches. Donc si ça a un impact, d'ailleurs sinon ça n'existerait pas. Donc c'est un impact, moi je suis désolé. Il y a un certain nombre d'articles, d'ailleurs de bonne qualité, d'enquêtes, qui ont été faites, aussi bien dans la presse que sur France Culture l'autre jour, sur ces métiers en tension. Et on apprend quoi? On apprend en fait que, par exemple, près de l'Assemblée nationale, un plongeur donc, qui commence à 6h du matin et qui fait une pause et qui finit à 23h, il a 1400 €. Excusez-moi, dire que 1400 €, c'est un salaire généreux pour commencer à 6h du matin, finir à 23h. Donc c'est augmenter les salaires, votre solution. Oui, non, mais être dans une mini-cuisine à Paris, parce qu'il faut voir les cuisines de Paris, une mini-cuisine où on étouffe, parce que moi j'ai travaillé 5 ans là-dedans, je peux vous dire que c'est pas facile. Donc en fait, les salaires ne sont pas assez élevés. Et d'ailleurs, monsieur Langlais, dans la somme... Quand vous luttez pour limiter l'inflation, quand vous luttez pour limiter l'inflation, il faut être cohérent de ce point de vue. Si on augmente les salaires dans la restauration, la note va quand même être salée. Je ne dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est juste une question de cohérence. Très bien, mais c'est un aspect général. Si les salaires augmentent, forcément, ça solutionne l'inflation, parce que si les salaires sont supérieurs à la hausse de l'inflation, et aujourd'hui, vous ne savez qu'il n'y a pas la fameuse boucle salaire-inflation, inflation-salaire que l'on craignait, c'est comme ça qu'on arrive à lutter durablement contre l'inflation. Mais tout travail mérite salaire. Et que ce soit dans le BTP, dans la restauration, dans les métiers du ménage ou de l'hôtellerie, les salaires ne sont pas suffisants. Et les marges, pour ce qui est de Paris, parce qu'ils ont une confusion, c'est évidemment, chez moi dans la Somme, les restaurateurs, ils font pas de gros profits, mais ceux qui font ces métiers qui sont pas infamants, qui sont des métiers dignes comme les autres, c'est pas des immigrés, c'est pas des clandestins chez moi dans les petits cafés et les estaminets de la 4e circonscription de la Somme. Donc c'est pas vrai que tous les métiers sont occupés par des clandestins, c'est à Paris où les marges, si vous voulez, autour du 1er, 4e arrondissement et compagnie, c'est pas des petites marges. Non, il y a un système qui s'organise. Marginal, vous attachez à une surface. Non, mais c'est pas marginal sur le nombre de clandestins, c'est pas marginal du tout dans le nombre de clandestins qui sont embauchés. Vous ne voterez pas ce texte en l'état s'il contient à nouveau. Non. Mais comment dire à vos électeurs qui réclament justement plus d'ordre, plus d'autorité, ce texte qui répond en partie, que vous voterez contre à la fin? On votera pour les articles qui sont beaux, on votera pour les articles qui sont mauvais, et on ne cédera pas à un chantage qui consiste à faire croire que pour lutter contre l'islamisme, il faut régulariser les clandestins. Voilà, ça n'a aucun sens. Et sinon, M. Darmanin, il n'a qu'à faire de loi. Voilà, moi je le prends en mot. S'il y a vous appelez à le scinder le texte en deux. Si d'une part il y a des mesures d'administration, de durcissement pour lutter contre l'islamisme et le terrorisme qui sont proposées, pourquoi pas? Si de l'autre côté il y a un article pour favoriser l'immigration, c'est deux lois différentes. Donc on ne nous fasse pas croire que l'un est forcément lié à l'autre. Ça, c'est de la manipulation médiatique. Et quand je pense qu'on a des procès systématiquement en instrumentalisation des drames,
instrumentaliser une tragédie pour faire passer une loi dont personne ne voulait avant, là on est quand même au comble du cynisme. Jean-Philippe Tanguy, la Première ministre a recouru à l'article si contesté, le 49.3, pour faire adopter sans vote le projet de loi de finances en première lecture. Les oppositions ont crié et dénoncé un déni de démocratie. 2 motions de censure que vous avez déposées et que LFI aussi a déposées ont été rejetées par la suite. On va s'intéresser de près à ce budget, mais d'abord c'est le chiffre de l'anglais. Ce chiffre, c'est 285 milliards d'euros, c'est le montant des emprunts qui seront faits par la France l'année prochaine. C'est ce que prévoit le projet de budget que vous connaissez bien. 285 milliards, c'est le record de toute l'histoire du pays. Il succède à un autre record qui était celui de 270 milliards en 2023. Pour vous, qui est responsable des questions économiques au Rassemblement national, cette dette française qui atteint 112% du PIB, est-ce qu'il faut la réduire ? Bien sûr, il faut évidemment la réduire. Vous l'avez dit, c'est un record. Il faut aussi dire que c'est 2024, ça fera 50 ans, pile poil, que le budget français est systématiquement en déficit. C'est considérable. Et ce n'est pas le cas de toutes les démocraties, vous le savez, en Europe, loi s'en faut. Donc ça fait 50 ans qu'on ne sait pas gérer cela, que aussi la dette, il faut le dire, et vous le savez, parce qu'on emprunte 285 milliards, alors que le déficit est autour de 150 milliards à peu près, on verra. Donc en fait, il y a aussi ce qu'on appelle le roulement de la dette, c'est-à-dire qu'on emprunte pour refinancer notre propre dette. Vous dites ça, mais quand on liste les différents items du programme du Rassemblement national, il y a des dépenses tout le temps, partout. Non, mais c'est toujours pas... Bien sûr que dans le discours politique au quotidien, on parle plus des dépenses que des recettes. Et vous reconnaissez alors. C'est plus vendeur, c'est ça. Vous nous interrogez aussi plus sur nos... Puisqu'on parle des problèmes à solutionner, généralement, pour solutionner les problèmes, il faut dépenser de l'argent. Comme tous les autres gouvernements, donc. Mais on nous interroge peu, et on peut le faire ensemble si vous voulez, sur nos économies. Nous, on est pour s'attaquer aux dépenses structurelles. Voilà. Lesquelles, alors, précisément ? Est-ce que vous pouvez me donner un ou deux exemples significatifs ? C'est évidemment la dérive des dépenses sur l'immigration. Il y a 2 pans. Il y a le système social. Vous savez qu'on veut réserver l'essentiel du système social aux Français, aux personnes de nationalité française ou aux étrangers en situation régulière par certain nombre de droits, au bout de 5 ans. Non, l'OCDE, on en reviendra après. C'est une dizaine de milliards par an. C'est déjà de l'argent. Mais une dizaine de milliards par an. Je vous rappelle que M. le maire a fait tout le tour des plateaux pour essayer de trouver 1 milliard d'euros. C'est pas comme ça que vous allez supprimer un déficit à 150 milliards. D'accord, mais déjà 10 milliards, ça fait quand même 7% déjà du déficit. Non, parce que vous les avez dépensés entre-temps, avec toutes vos propositions. Vous ne pouvez pas me demander à la fois des économies, puis après me dire qu'il y a ça. Après, il y a dans l'immigration les dépenses structurelles. Les dépenses de logement, les dépenses d'éducation, les dépenses de sécurité, les transports publics, bref, tous les services que les immigrés, comme tout à chacun, ont accès en France. Rappelons-le, nous sommes très généreux et nous accueillons ces personnes dans toutes les conditions de dignité nécessaires. Ensuite, vous avez la contribution à l'Union européenne. 21 milliards cette année, elle baisse opportunément. Après les élections européennes, comme par magie, ça montera à 27 milliards. Les agriculteurs ne vous remercieront pas. Non, mais nous, on veut baisser la contribution. Parce qu'ils profitent de la politique agricole commune. Non, mais ça, c'est pas vrai. Vous avez 2 dépenses. Vous avez ils le 2 disent. Dépenses. Non, mais ils le disent parce qu'il y a beaucoup de propagande. Ils le disent parce qu'ils le voient. Non. On confond la contribution brute. C'est tout l'argent que verse la France ou à travers ses douanes à l'Union européenne. C'est 21 milliards cette année, ce sera 27 milliards dans 2 ans. Après, il y a la contribution nette, c'est la différence entre ce qu'on reçoit et ce qu'on donne, y compris la politique agricole commune. En 2021, on a perdu 12 milliards d'euros, c'est-à-dire que les agriculteurs, avec tout ce qu'ils ont reçu, on perd toujours 12 milliards d'euros. 2022, 10 milliards d'euros. Cette année, comme on est en période électorale, comme par hasard, ça va s'atténuer. Donc nous, on veut pas la supprimer, contrairement à ce que raconte le gouvernement, on veut la ramener, la contribution nette, à ce qu'elle était du temps de Jacques Chirac. Je ne pense pas que Jacques Chirac était un anti-européen, et ça permettra de concentrer les dépenses. Justement, la transition est toute trouvée, pardonnez-moi, parce que le temps file très vite. Mais peut-être juste une dernière question sur les européennes et ce scrutin à venir de juin prochain. Ruth Elkrieff sur le sujet. Juste à quoi ça sert de voter pour vous aux européennes ? Parce qu'au Parlement européen, vous êtes scindés en plusieurs groupes, votre famille de pensée, j'ai envie de dire, entre Giorgia Meloni, vous-même et d'autres groupes. Les Polonais viennent de changer de gouvernement et donc ne seront plus dans le même groupe que vous et vous n'aurez pas d'alliés, vous aurez très peu d'alliés. Donc à quoi ça sert de voter pour vous aux européennes, je veux dire, pas seulement pour faire de la politique intérieure française et prendre éventuellement une option sur la présidentielle, mais sur le plan européen. Très rapidement. C'est très simple, mais nous jouons un rôle d'opposition, c'est-à-dire que nous découvrons des scandales, nous mettons une pression. Le changement de pensée sur la mondialisation, par exemple. Je vous rappelle qu'avant, il n'y avait que le Rassemblement national, un peu parfois des gens d'extrême gauche, qui luttaient contre la mondialisation. Aujourd'hui, on veut protéger contre la Chine, on veut protéger contre certaines pratiques américaines, on met une taxe aux frontières
supplémentaires sur le carbone, tout ça, c'était des propositions du Rassemblement national. Donc avoir un groupe très fort permet de faire une pression politique, une pression idéologique, parce que s'il n'y a pas d'opposition forte là-bas, ils font ce qu'ils veulent et ils font évidemment n'importe quoi et ils dépensent l'argent des Français n'importe comment. Jean-Philippe Tanguy, invité de l'événement du dimanche LCI. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, c'est LCI Midi avec Florence O'Kelly. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain.